Alors, je ne suis pas psychologue, mais mon intérêt de longue date en tant que réalisatrice sur la psychologie m'a amenée à recevoir quantité de témoignages. Régulièrement, des personnes s'adressent à moi pour me raconter leur vie, leurs accidents de parcours, la manière dont leur pathologie les amène à percevoir le monde. Je précise tout de suite que je ne prends jamais ce que l'on me raconte pour argent comptant et que je me méfie particulièrement des personnes qui ont une démarche militante. Mais voilà, j'ai eu de nombreuses rencontres avec des personnes qui le plus souvent ne revendiquent absolument rien, mais qui me nourrissent de leur tranche de vie. J'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'un événement tragique, un viol, survenu à l'âge adulte, pouvait impacter lourdement toute une existence. Heureusement, ce n'est pas systématiquement le cas. Mais ce genre d'événement dramatique, même s'il est unique, même s'il survient à l'âge adulte, peut avoir un retentissement très lourd sur la vie d'une personne. Du coup, par analogie, je me suis demandé comment ça se passait lorsqu'un enfant grandit dans un milieu toxique, auprès d'un père, un grand-père ou un oncle incestueux et d'un entourage qui ferme les yeux. Quel est l'impact de ce genre de violence sur le développement d'un enfant, sachant qu'il vit avec son agresseur et que pour se construire, il est obligé quelque part d'aimer les personnes qui vont justement le détruire? Comment un cerveau en développement réagit à ce type de violence, sachant que ces agressions débutent la plupart des temps alors que l'enfant est déjà très jeune, voire même bébé, et qu'elles peuvent se répercuter sur une dizaine d'années, voire plus? On parle donc non pas d'un viol, mais selon les cas de plusieurs dizaines, voire même de plusieurs centaines de viols, survenus dans l'enfance. C'est en cheminant autour de ces questions que je me suis intéressée aux troubles dissociatifs de l'identité. Cette pathologie est un petit peu le serpent de mer du traumatisme multiple. Ces symptômes peuvent avoir une expression spectaculaire qui lui a valu d'être vampirisée par des réalisateurs de fiction en recherche de sensationnel dans les années 80-90 jusqu'à finir par perdre toute crédibilité et que l'on jette en quelque sorte le bébé avec l'eau du bain. Mais le traumatisme multiple survenu dans l'enfance a bel et bien un impact spécifique sur le cerveau en développement, qui peut prendre la forme de ce que l'on a appelé à tort le trouble de personnalité multiple. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons aborder le trouble dissociatif de l'identité, pour en faire une description clinique à jour de connaissance, débarrassée de tout sensationnel. Il s'agit de comprendre ces mécanismes et son retentissement sur la vie d'une personne. Enfin, nous chercherons à savoir quelles sont les perspectives de traitement. Je vous invite à découvrir le témoignage détaillé de Maïlé dans une autre émission qui sera en lien dans la description de celle-ci. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Coraline Ingray. Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier au CHRU de Nancy et au Centre psychothérapeutique de Nancy. Éléonore Tarlet, vous êtes psychologue, psychothérapeute TCC au Havre. Oui. Et Maïlé Onfray, vous êtes une personne atteinte du trouble dissociatif de l'identité. Alors je vous propose de commencer. Qu'est-ce que la dissociation? Vaste question. Qu'est-ce que la dissociation? Alors, on peut déjà la poser dans un spectre entre des phénomènes normaux, quotidiens, ou des phénomènes normaux mais exceptionnels, comme en réponse à un traumatisme, et puis des phénomènes beaucoup plus pathologiques, parce qu'ils vont cacher des troubles ou des symptômes invalidants. Si on veut s'intéresser à la dissociation normale, c'est un mécanisme qui peut prendre différentes formes. Typiquement, ce qu'on connaît très bien comme mécanisme de dissociation, c'est l'absorption dans l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela nous permet, par exemple, lorsqu'on est dans sa voiture et qu'on rentre sur un trajet parfaitement connu, de rouler, de s'arrêter au feu rouge, de ne pas écraser la petite mamie qui traverse avec son chien. On est en pilotage automatique, en fait. Sans être conscient, on peut agir de manière extrêmement élaborée sans être conscient de ce qu'on fait. Exactement, en pilotage automatique, pour tout ce qui est de l'ordre des actions quotidiennes. Et donc, on va se retrouver devant chez soi sans se souvenir du tout du trajet qui vient de se passer. Dissociation normale, habituelle. Où j'arrive à mon boulot, je dois badger, et je ne sais pas si j'ai badgé ou si j'ai juste pensé que je devais badger. Phénomène d'économie d'énergie exceptionnel. Notre cerveau nous permet de nous dissocier d'une certaine partie, de ne pas s'encombrer d'informations, et pour autant, d'être totalement efficace. Un autre moment où on peut être dissocié, vous le savez tous, lorsque vous êtes dans une situation un peu stressante, dans un conflit, dans des petites difficultés. On peut avoir le sentiment de se mettre dans sa carapace ou dans son armure ou de se mettre un petit peu comme si les choses glissaient sur soi. C'est une manière d'être dissocié. Un autre exemple peut être aussi quand on est face à un flux d'informations positif. Typiquement, alors je donne toujours cet exemple, mais il est très vrai, première fois que je me retrouve à Bonifacio, je regarde ces falaises magnifiques, ces eaux turquoises, et j'ai un espèce de moment de « oh, moi qui suis une bavarde finie, je me retrouve à me taire et à regarder cette beauté sans être capable de parler, sans avoir aucune idée du temps qui passe. » Dissociation normale. Et puis on l'a dit, la dissociation est aussi
parfaitement normal, logique et se retrouve de l'animal à l'homme face au traumatisme. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à un traumatisme? Un traumatisme, un événement inattendu, violent, qui nous met en danger. À ce moment-là, on a la capacité, on pourrait dire, comme si on débranchait la partie intellectuelle de notre cerveau de la partie survie. La partie survie prend le dessus et à ce moment-là, on a 3 grands mécanismes qui existent. Les 2 premiers adaptés, c'est soit je suis en capacité de me battre, soit je suis en capacité de fuir. Et pour ça, il ne faut pas que mon cerveau ait du sang, il faut que le sang il aille dans les muscles et que le cœur envoie du sang dans les muscles pour se préparer à la fuite ou au combat. Mais si la fuite et le combat n'est pas possible, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste comme solution de se figer, de se paralyser, de se friser à ce moment-là. Et c'est une réaction parfaitement normale. D'ailleurs, on la retrouve totalement dans le monde animal où, par exemple, l'opossum est capable de passer pour mort et d'être complètement fixe vis-à-vis d'un prédateur, parce qu'il est quand même beaucoup moins attirant en passant pour un repas avarié. Donc voilà un petit peu ces 3 mécanismes qu'on retrouve. Et donc tout cela est normal. Il est normal de se friser, de se figer dans un traumatisme. Et puis, toutes ces réactions sont normales, mais qu'est-ce qui peut se passer? À un moment, ce phénomène de dissociation totalement logique a pour but de déconnecter ses pensées, son corps et ses émotions pour que le corps puisse réagir. Eh bien, on se rend compte que se déconnecter de ses émotions, se déconnecter de ses pensées, quand on est dans un environnement extrêmement toxique, douloureux, traumatique de manière répétée, eh bien, c'est utile. Et puis, il y a la dissociation pathologique. La dissociation pathologique, c'est du moment où ces phénomènes dissociatifs vont avoir lieu au quotidien, de manière multiple, que ce soit de l'absorption dans l'imaginaire, de l'amnésie, de la dépersonnalisation, de la déréalisation. Et finalement, quand on subit beaucoup de traumatismes, quand on a besoin d'échapper à l'horreur de la situation, il faut se déconnecter de cette réalité, il faut se déconnecter de ses émotions, parce que cela est un mécanisme de protection très utile. Mais au bout d'un moment, cela peut provoquer de véritables symptômes et de véritables troubles. Et c'est ça qu'on appelle de la dissociation pathologique. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que la dissociation est un phénomène banal et quotidien. Enfin, il y a l'idée sous-jacente qu'en fait, être associé, ça nécessite un effort qui doit être relâché. Exactement. Être conscient, voilà. Merci Sophie. En effet, pour parler de dissociation, il est important avant de parler d'association. Normalement, notre cerveau a la capacité de faire une association de ses 5 sens et de sa motricité, de ses pensées et de ses émotions à un temps T. Donc on pourrait voir ça selon un axe vertical. Notre cerveau, en continu, fait l'association. Là, tout de suite, je sais que je suis avec vous sur ce plateau, en train de vous parler, et je sens par exemple le moelleux du fauteuil sous mes fesses. Je suis complètement associée, au temps T. Mais mon cerveau a aussi la capacité de faire l'association entre le passé, le présent et la projection dans le futur. Et quand cet axe vertical d'association et cet axe horizontal d'association entre mes expériences passées, le présent et la manière dont je me projette dans le futur, ça me donne une conscience de moi dans mon environnement immédiat et ça m'offre mon sentiment et ma conscience de mon identité. Et ça, c'est le phénomène d'association. Mais ce phénomène d'association, il peut se retrouver grippé, que ce soit dans l'axe vertical, parce qu'il y a des moments où je me dissocie, je me déconnecte de la réalité de manière quotidienne et normale, que ce soit aussi parce que dans mon histoire, il y a eu des gros moments où j'ai été désassociée, déconnectée, dissociée, et qui amènent une perturbation de ces phénomènes d'association. La corrélation de ce phénomène de dissociation, c'est qu'à partir du moment où on est dissocié, on ne peut plus engrammer, je ne sais pas si ce sont les bons termes, enregistrer l'information. J'aimerais voir comment la notion d'amnésie, de perte d'encodage de l'information, elle s'inscrit dans l'histoire de dissociation. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'on soit dans une perte d'encodage. L'amnésie dont on parle n'est pas, à mon sens, une perte d'encodage. C'est un encodage particulier et dysfonctionnel. Pour autant, on le sait, les souvenirs traumatiques sont rangés, sont quelque part. Mais ils sont sous cloche, dans un bunker, sous grosse protection, sous armure, d'une manière ou d'une autre, on pourrait le dire, pour les dissocier du reste du fonctionnement parce qu'ils sont trop douloureux. Pour les isoler, oui. Et donc, quand on est dissocié lors d'un événement traumatique, effectivement, on a des phénomènes de flou qui peuvent s'inscrire, on a des phénomènes d'amnésie quelque part, mais
Pour autant, l'information a été engrammée quelque part. Simplement, on n'en a pas forcément totalement conscience et on n'y a pas accès, mais qui est quand même assez différent d'une amnésie où on n'aurait pas du tout de capacité d'encodage. J'aurais juste besoin de rajouter une précision sur le fait que, au moment où les choses se passent, qu'il y a ce traumatisme qui a lieu, pour moi, le terme dysfonctionnement ou dysfonctionnel n'a pas lieu d'être, parce que je pense que c'est une réaction qui est très saine et très normale, qui permet de survivre, mais ça devient pathologique après en grandissant, quand on sort de cette situation traumatique et de cet environnement malsain. Là, ça devient pathologique parce qu'on a perdu la capacité de s'adapter, de se réadapter à un environnement normal. Et on garde un mode de fonctionnement qui est dysfonctionnel, mais qui était adapté au moment donné, mais qui ne l'est plus maintenant. Tu as grandi dans une communauté catholique nouvelle, oui, qui a été reconnue le théâtre de scandales. Je suis née dans une secte, pour dire le vrai mot. J'ai été violée pendant toute mon enfance et mon adolescence. Ça a commencé, je pense, autour de mes 2 ans et 2 mois, et ça s'est arrêté autour de mes 17-18 ans. J'ai été violée par le gourou, d'autres adultes, des personnes internes à la secte et extérieures également. J'ai été violée par un moine qui était proche de la communauté, par mon père et par d'autres personnes encore. Donc j'ai eu vraiment de multiples viols et multiples violeurs. Et donc j'ai un trouble dissociatif de l'identité. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de survivre à tout ça. Ce qui m'a permis de garder une part humaine en moi, de garder ma capacité à créer des liens avec les gens, à voir le beau dans le monde, à avoir de l'espoir, à avoir la capacité aussi d'apprendre, de chercher à avoir un métier dans lequel je me plaise. La dissociation que j'ai m'a vraiment permis de pouvoir continuer à être humaine et à être positive, malgré tout le négatif qui a fait partie intrinsèquement de ma construction en tant qu'enfant. Exactement, quand vous dites que c'est un mécanisme de survie utile, c'est totalement le cas. Et quand je parlais tout à l'heure de dysfonction, c'était dans la mémoire à ce moment-là, parce que c'est un mécanisme de survie. Heureusement que la dissociation est là pour pouvoir se couper de l'horreur de la situation, de l'horreur de ces traumatismes, et c'est un vrai mécanisme de survie protecteur, sans aucun doute. Et c'est extrêmement utile. Et c'est vrai que moi, j'ai une patiente en tête qui a subi de l'inceste de manière très répétée. C'était soit elle, soit sa sœur qui subissait de l'inceste dans le lit. Et en fait, elle me dit, mais c'est pas grave, je n'étais pas là. Comment ça, vous n'étiez pas là? Mais non, j'étais à côté d'une rivière, je sentais le soleil sur ma peau et j'entendais l'eau et le bruit des oiseaux. Et c'est ce jour-là que je suis tombée en passion pour ce mécanisme dissociatif. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que pendant qu'elle était en train de vivre cette horreur, elle avait la capacité d'être à côté de sa rivière et de sentir le soleil sur sa peau. C'est donc extrêmement utile, ce mécanisme dissociatif. Ce qui devient problématique, c'est qu'effectivement, en grandissant, lorsqu'il se répète et qu'il se répète, eh ben, il amène des difficultés d'adaptation et des symptômes qui deviennent vraiment invalidants. Mmh. Ouais. Ça me semble aussi important d'expliquer les phénomènes neurophysiologiques ou chimiques qui se passent au niveau du cerveau. Moi, souvent, j'explique ça au premier rendez-vous, puisque je trouve que c'est assez déculpabilisant de comprendre que comme c'est de la survie, c'est le cerveau reptilien, le cerveau limbique qui s'active. Il y a une activation amygdalienne au cœur du cerveau, qui est un réflexe reptilien. Parce que effectivement, souvent, les personnes disent « Ah oui, je sais que je refoule » ou « Je suis dans le déni ». Et je trouve que c'est très culpabilisant de leur apporter ces notions comme s'ils ne voulaient pas se souvenir. Ou voilà. Donc en fait, c'est chimique, c'est effectivement, ça relève du reptile ou du mammifère que l'on est. Et si cette activation amygdalienne ne s'active pas, en gros, on a un infarctus, puisque l'amygdale active le syndrome de réaction d'alarme qu'on connaît bien, avec du cortisol, de l'adrénaline, qui active énormément, là, ce dont tu as parlé, le cœur. Et on sait que le cœur, il peut pas rester sous l'effet de ces hormones-là. Il est fait pour combattre ou fuir. Si on ne peut ni l'un des deux, à ce moment-là, il va y avoir un coupe-circuit au niveau du cerveau. Il va y avoir un shoot de kétamine et de morphine autour de l'amygdale qui va encapsuler l'amygdale un petit peu comme une cheminée nucléaire. Donc, sur le coup, on est sauvé puisqu'en fait, la tête est déconnectée du corps. Le corps ne reçoit plus qu'il y a un problème.
Et c'est là où effectivement on va avoir de la dépersonnalisation ou de la déréalisation. Par contre, on est en vie. C'est-à-dire que c'est très protecteur. On est en survie. Le second effet qui se coule, malheureusement, c'est comme ça encapsulé le trauma à l'identique. Malheureusement, effectivement, par la suite, ça va créer des réviviscences ou des amnésies traumatiques, des insomnies. Et c'est ça, en fait, qui va créer les symptômes et qui est embêtant et qui fait que les personnes viennent nous consulter. Mais c'est vrai que c'est important d'expliquer vraiment ce qui se passe au niveau du cerveau. Je trouve que c'est assez déculpabilisant que, heureusement, finalement, que mon cerveau a activé ma réaction d'alarme qui m'a permis de sidérer et d'avoir ces shoots chimiques pour sortir de moi et pour que mon corps ne ressente plus rien. C'est ce qui se passe d'ailleurs, par exemple, avec des victimes d'attentats. On peut continuer à courir, à sortir, alors qu'on a la jambe qui est complètement ouverte. On ne sent pas qu'on a mal. On sent qu'on a mal une fois qu'on est protégé et qu'on peut récupérer l'instant présent, la conscience de l'instant présent. Et alors, cet effet de sidération, il a un effet paradoxal, c'est que cette anesthésie, sur le moment, elle entraîne l'incapacité à traiter l'événement comme un souvenir, du coup. Parce qu'en quelque part, la mémoire est figée dans l'instant présent. Il y a des problématiques de reviviscence perpétuelle. C'est là qu'on va corréler ça peut-être avec le stress post-traumatique, parce que c'est particulier du stress post-traumatique, le TTI. Parce qu'il y a quelque part la nécessité d'entraîner de manière répétée cet effet de sidération. Moi, je prends souvent des images pour essayer d'être assez, simplifier un petit peu les choses. J'explique en gros un petit peu à chaque fois c'est pas à chaque fois qu'on a sidéré, mais à chaque fois qu'on a été confronté à une situation spécifique qui a nécessité que notre cerveau sidère, c'est comme si on avait installé un petit logiciel spécifique de gestion de cette problématique. Donc en gros, plus on a de traumas ou d'événements spécifiques à gérer, plus on va installer de logiciels. Et c'est ça qui crée un petit peu la personnalité effractée, où on est bien obligé d'avoir des logiciels pour gérer quand je suis maman avec mon enfant ou pour gérer quand je suis face à papa qui va me faire quelque chose mais dont j'ai besoin de lui parce qu'en termes d'attachement, je meurs si de toute façon il est plus là, ou je lui fais du mal parce que peut-être après il s'écroule en larmes et donc je suis celle qui va protéger parce qu'il faut que je prenne soin aussi de cette qualité d'attachement. Donc ces petits logiciels me permettent d'être adaptés dans mon développement. Le souci, effectivement, c'est que cette configuration de logiciel reste ensuite à l'âge adulte et par moment, j'ai certaines parties de moi qui prennent la main et qui gèrent à mon insu. Et c'est là où je ne suis plus le pilote, je ne suis plus aux commandes et c'est ça qui me crée des problèmes. Mes parties dissociatives, elles ont clairement chacune une fonction, une tâche et elles vont succéder au fil de ma journée en fonction de la tâche justement que je vais avoir à remplir. Si donc j'ai deux filles, et si je dois être dans mon rôle de maman, ça va être mes parties maman qui vont être là et qui vont s'en occuper. Si je dois être au travail, ça va être mes parties travail. Si je dois être un peu masculine, un peu forte et sûre de moi, ça va être une partie qu'on appelle le mec, qui va se présenter parce que c'est une façon pour moi de pouvoir m'autoriser à me conduire de cette façon-là. Et chacune de mes parties a vraiment comme ça une tâche, un rôle. Et après, j'ai aussi des bugs, des soucis, par exemple, dans ce découpage que je contrôle pas complètement. Dans mon travail, il m'arrive d'avoir à faire des démarches administratives. Et j'ai une partie dissociative qui est petite, qui a vécu le viol particulièrement violent du gourou une fois où j'avais dessiné ce qu'il me faisait et je l'avais montré à ma mère et elle a montré ce dessin à la femme du gourou en lui demandant ce qu'elle devait en faire et parce que ça l'inquiétait et comme j'avais beaucoup de troubles du sommeil, elle se demandait ce qui se passait et la femme du gourou donc a sorti Dolto et compagnie en disant que c'était parce que je culpabilisais, j'avais une sœur jumelle qui est décédée à la naissance, que c'était à cause de ça que j'avais des cauchemars et elle a donné ce dessin au gourou. Et le gourou me l'a mis devant le visage, j'ai un souvenir très précis de ça, tout en me violant et en me disant cette phrase que les papiers c'est le mal, les papiers c'est mal, il faut pas le faire. Et du coup, il m'arrive très souvent, et c'est très handicapant dans mon travail, quand je dois faire des démarches de papier, d'être envahie par des crises d'angoisse, à perdre complètement mes compétences, à ne plus savoir remplir une feuille sur l'ordinateur ou faire les démarches que pourtant je connais et que j'ai appris dans mon cursus scolaire et à être complètement empêchée et avec vraiment cette certitude à ce moment T que je vais mourir. Si je le fais, je meurs. Est-ce qu'on peut te décrire quand tu as pris conscience en fait de ce qui t'est arrivé, c'est-à-dire que tu perds conscience de tes actes, tu as des blancs mémoriels en fait, à certains moments de la journée qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures, plusieurs jours parfois? Ça arrive, oui.
Ce qui m'a amené à commencer à consulter, déjà c'était une démarche qui n'était pas facile parce que la secte décrédibilisait extrêmement tout ce qui était psychologique. Il fallait surtout pas y aller et c'était très mal. Il a fallu que je passe ce cap-là quand j'ai fui la secte et que j'ai réussi à en sortir, d'aller faire cette démarche. Et ce qui m'a amené à consulter des psys, c'était surtout... j'avais beaucoup de pensées suicidaires. J'étais envahie par énormément de flashbacks, énormément de choses que je ne comprenais pas. J'avais l'impression que ma vie partait en lambeaux et je savais pas quoi en faire. J'avais beaucoup de moments où il me manquait des données. J'avais l'impression de passer mon temps à atterrir dans des situations et je savais pas ce qui s'était passé avant. Je savais pas ce que j'avais dit, ce que j'avais fait. Je retrouvais des choses chez moi, dans mon appartement, que je me souvenais pas avoir faites ou achetées. Et j'étais même en prise dans des situations avec des amis ou alors au travail où par exemple, avec des collègues, avec des comportements un peu trop proches ou ce genre de choses, je me retrouvais tétanisée à me laisser faire complètement, alors que c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais me protéger, j'étais partie de la secte, j'aurais dû normalement pouvoir faire quelque chose et puis m'opposer et pas me retrouver prise au piège dans cette situation-là. Et donc c'est ça qui m'a amenée à consulter. Bon, j'ai beaucoup erré au niveau thérapeutique pour trouver quelqu'un de compétent. J'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui m'ont... Enfin, j'ai eu la chance d'être tenace et de continuer à chercher encore et encore. Mais je sortais de ces séances avec les psys où j'avais vraiment envie de me suicider. Et j'ai fait une tentative de suicide. Ça a été vraiment catastrophique jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé des personnes bienveillantes et formés. Qui t'ont donné des clés pour comprendre. Qui m'ont donné des clés pour comprendre. Pour autant, là, par rapport au côté spectaculaire de troubles de personnalité multiples qui peuvent... Il y a des gens peut-être en recherche d'attention qui font des trucs un petit peu sidérants sur les réseaux sociaux. Toi, contrairement à ces gens-là, tu as toujours intégré que le fait que c'était toi-même, en fait. Oui. Ouais. C'était pas une histoire de possession par je ne sais quoi. Mais j'ai toujours entendu des voix dans ma tête, en fait. Mais j'ai toujours su que ces voix que j'entendais, c'était mes propres pensées. Même si j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'elles disaient ou ce qu'elles ressentaient ou pensaient, j'ai toujours su que ça m'appartenait, que c'était quelque chose que... Enfin, et puis de toute façon, c'était en lien avec mon histoire. C'était pas un truc, je sais pas moi, Superman qui arrive. C'était des voix avec... que je pouvais raccrocher à des choses concrètes, des bribes de souvenirs que j'avais de mon enfance. J'ai des parties dissociatives qui peuvent, par exemple... me dire des phrases liées à la religion ou à ce qu'on a essayé de m'inculquer en tant que religion, parce que c'était très spécial ce qu'on m'a appris. Mais il y a du tangible derrière. Je sais que je peux relier les phrases que j'entends à des choses qu'on m'a dites ou alors à la voix de quelqu'un que j'ai côtoyé quand j'étais petite, en fait. C'est vrai que pour comprendre la sémiologie du trouble dissociatif de l'identité, tout à l'heure, Éléonore parlait de logiciel à chaque fois que le cerveau se sidère. On peut aussi effectivement revenir à cette notion d'association. Normalement, en permanence, on est associé. On a des pièces de puzzle qui sont associées. Quand il y a trauma, quand il y a des traumas, les pièces de ce puzzle sont dissociées. Et ces pièces de puzzle dissociées peuvent avoir, donc qu'est-ce qu'elles vont contenir? Elles vont contenir des fragments de souvenirs traumatiques, évidemment. Elles vont contenir des réactions adaptées face au trauma, la fuite. Et donc, on peut avoir une partie qui est dans la fuite, dans l'évitement, dans l'anxiété, dans la phobie sociale, énormément. Des parties qui vont être plutôt dans un autre comportement adapté qui est le combat. Et c'est là où on a alors peut-être un peu ce mec qui monte au combat et on a souvent ou l'ado rebelle ou qui apparaît dans cette partie-là. On a effectivement des parties de sidération qui peuvent être des parties beaucoup plus soumises, qui n'arrivent pas à réagir, qui se figent, et c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, il y a les souvenirs, il y a les parties comportementales de réaction adaptées au trauma, il y a des parties aussi qui gèrent les relations, c'est-à-dire que dans le moment traumatique, d'autant plus quand on est cru ou quand on n'est pas cru, on a des parties qui peuvent avoir une tendance à se comporter de manière relationnelle très différente d'une partie à l'autre, et cela est en lien avec l'histoire. Et donc, tous ces fragments, toutes ces parties peuvent être plus ou moins associées, peuvent plus ou moins avoir un sentiment d'identité, peuvent plus ou moins avoir
un âge, parce qu'elles se sont constituées à tel ou tel moment, avoir leur propre perception de la réalité selon un spectre. La partie, évidemment, qui est dans le combat, a une perception de la réalité très différente de la partie soumise. Et donc, on trouve une logique à toutes ces parties-là qu'on relie avec l'histoire. C'est exactement ça qui forme... et donc, ces parties dissociées. Et quand malheureusement, il y a eu beaucoup de traumas et qui arrivent très jeunes, avant que le sentiment d'identité se soit constitué, donc selon les auteurs, 5-6 ans, où on commence à avoir un sentiment d'identité. Donc globalement, des pièces de puzzle déjà un peu fixes et qui sont moins capables de s'éparpiller. Quand ça arrive très tôt et que déjà le puzzle n'était pas constitué, il y a énormément de fragments. Et il faut faire avec tous ces fragments, avec des fragments qui vont effectivement paraître plus normales que d'autres ou plus adaptés. Celui qui s'occupe en rôle maternel, la super maman, la super bosseuse au travail qui sont apparemment normales. Hein. Il y a des théories qui parlent des parties apparemment normales et des parties émotionnelles. Et on voit effectivement que tout ça a un sens, en fait. Alors, ces parties, c'est des notions de mémoire, de personnalité. Il y a un événement donc traumatique qui crée une sidération, et c'est comme si la personne était figée à cet instant-là, en fait. C'est ça, non? Cette partie, c'est le fait d'être figé. J'essaye de faire un truc par analogie, parce que je donnais l'exemple ce matin, il m'arrive de faire des grosses colères, ça m'arrive. Et j'en ai fait une dernièrement, et je me suis rendu compte que je surréagissais. Et du coup, je me suis dit, OK, prends de la distance, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais comme une petite fille. Ça avait activé des éléments dans ma tête où je me suis retrouvée face à une situation d'injustice, d'impuissance, où je réagissais en rage, très active, par rapport à une situation que je trouvais extrêmement injuste. Et du coup, je me suis dit, oui, là, je généralise de manière abusive, la situation là, elle n'est pas la même, etc. Et en fait, je me demande si quelque part, à chaque fois qu'on vit quelque chose de manière très forte, on n'est pas aussi en train de mobiliser notre personnalité, c'est-à-dire nos souvenirs, en fait, mémoire. Mais simplement, ils sont pas dissociés. Là, en l'occurrence, pour une personne, entre guillemets, normale, ils sont reliés les uns avec les autres. Et j'essaie de voir quelles sont les bases concrètes de ces notions de parties. Est-ce que ça va pas avec de personnalités qui ne sont pas justement des personnalités, mais ce sont des parties de personnalité qui vont avec la mémoire, qui se figent à un instant à cause de la sidération, au lieu d'être reliées. Enfin, si je te suis, en fait, ce qui pose problème... C'est une question. Je m'exprime de manière affirmative, mais c'est une question. Comme on disait, il y a la panne, en tout cas la partie adulte, la partie actuelle, la partie qui est aux commandes, hein, il y a un pilote dans l'avion, et puis il y a d'autres parties. Nous, on parle de PE ou de parties dissociées. Le souci, c'est quand ces parties, elles s'activent à l'insu de notre plein gré, et qu'elles se prennent pour le pilote de l'avion. C'est juste ça le problème, parce qu'effectivement, on est tous plus ou moins dissociés. On va savoir que avec notre chéri, on se comporte d'une façon, on se comporte pas de la même façon avec nos enfants, ni avec notre voisin, ni avec notre patron, heureusement. Donc finalement, on est tous un peu pluriples, on a appris différentes façons de fonctionner, ce qui n'a rien à voir avec quand on est vraiment dissocié. Et oui, là, il y a une perte de mémoire, il y a une perte de lien entre ces différentes facettes. Oui. Dans le cas de la dissociation. C'est vraiment ça qui crée le problème. Parce qu'en fait, ton exemple, il est très bon parce que tu vois que tu as appuyé sur un truc, tu as appuyé sur un déclencheur. Mais en même temps, tu n'es pas complètement dysfonctionnel. Tu t'es dit, tiens, apparemment, il y a un petit truc qui s'est activé, mais tu es au courant, tu l'observes et tu peux remédier, te dire la prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. Quand on est dissocié et qu'il y a une partie de nous qui s'active, par exemple la partie vulnérable, si je suis dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui a la même odeur de transpiration que mon abuseur, direct, je vais figer, je vais mettre dans ma partie vulnérable paniquer, mon mode alerte qui va s'activer. Et alors là, je me dis, je suis complètement dingue, qu'est-ce qui m'arrive? Et il faut absolument que je sorte du tram parce que sinon je vais mourir. Donc c'est ça qui pose problème, c'est que j'aimerais bien que ma partie adulte, elle soit aux commandes tout le temps et que si jamais il y a un petit déclencheur qui arrive, je puisse me dire, non, en fait, pas de panique, c'est ma mémoire traumatique, je sais à quoi ça fait référence, il n'y a pas de souci, je suis en danger aujourd'hui. Tu ne suis pas en danger aujourd'hui. Je suis en danger aujourd'hui. Exactement, voilà, je ne suis pas en danger aujourd'hui. Donc effectivement, ce que vous disiez sur est-ce que c'est parti, c'est la mémoire qui s'est figée à un instant, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que c'est à la fois des souvenirs, à la fois des perceptions à un moment, à la fois de la relation, à la fois des émotions. Oui. Et donc, il faut effectivement analyser selon l'ensemble des spectres et pas uniquement sur quelque chose de très mnésique ou de très cognitif, parce que c'est éminemment émotionnel aussi dans ces moments-là. Ça dépend aussi de ce qu'on a dû faire au moment de l'acte.
Moi, j'ai des parties, ça peut être des fragments, et ça peut être aussi mes parties PE, donc parties émotionnelles. J'en ai qui sont très élaborées, parce que au moment où elles étaient utiles, et j'ai dû agir de certaines façons. J'ai une partie dissociative qui, par exemple, lors d'un viol, en fait, rétrospectivement, je me dis que j'ai testé plein de stratégies pour réussir à m'en sortir. Et c'est comme si toutes ces stratégies qui ont été essayées, ça avait donné une partie séparée à chaque fois, qui m'a permis de tester, de voir que là c'était un cul-de-sac, ça marchait pas dans cette situation-là. Donc du coup, j'essaye autre chose. Et c'est comme si elles s'étaient spécialisées chacune, comme ça, dans une voie chacune. J'ai une partie dissociative, par exemple, lors d'un viol, qui s'est mise à exploser de rire devant le violeur, le gourou, et qui lui a dit qu'il était une couille molle. Et lui, sa réaction, ça a été de me tabasser. Il m'a tabassé dans le dos jusqu'à ce que je m'évanouisse. Et donc, j'ai une partie dissociative qui porte vraiment ce souvenir-là. Et quand elle vient, je peux me mettre à être assez agressive et très moqueuse. C'est pas forcément une façon que j'ai d'être habituellement. Parce que dans la secte, j'ai grandi avec des espèces d'injonctions à être, où il fallait que je sois toujours souriante, la bonne petite fille. C'était une secte assez très misogyne, donc il fallait, enfin, les femmes et les filles étaient mises sous cloche dans des espèces de stéréotypes à être, avec des autorisations. Donc tous les membres de la secte devaient être toujours contents, on devait jamais se plaindre, on devait se donner corps et âme, vraiment donner son corps. C'était une espèce de... et se sacrifier en permanence. C'est un milieu très dissociant. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à éprouver la colère, à montrer ma tristesse, parce que c'était des choses qui étaient interdites dans la secte. S'il y avait des membres qui partaient en vrille et qui se mettaient à péter un plomb, la conséquence, c'était que leur famille ou eux étaient envoyés à l'étranger dans des pays très en difficulté, où ils étaient en danger, enfin, des pays où ils souffrent de la faim, de la guerre, enfin, ce genre de choses. Donc il y avait vraiment des conséquences très concrètes. Je savais que si je pétais un plomb et que je disais ce qui se passait, ou alors si je me mettais en colère, le gourou me l'a dit très régulièrement. Il me disait qu'il allait nous envoyer, enfin, il allait tuer mes parents. D'une façon ou d'une autre, il y réussirait, quoi. Et c'était des choses que j'ai dû garder à l'intérieur et que j'ai dû étouffer et trouver d'autres moyens de les exprimer, ou en tout cas d'autres moyens de réussir à fuir, quoi. Donc les PE dissociés sont liés à la mise en danger, en fait. Enfin, soit soi-même on est mis en danger, soit on voit quelqu'un qui est mis en danger. Donc ça peut être par exemple du traumatisme vicarien. Si je vois ma mère subir des coups de mon père régulièrement, ça peut créer des parties dissociées aussi. En fait, c'est quand il y a une activation amygdalienne, en fait. Oui, alors effectivement, l'activation amygdalienne, elle se fait dès qu'on est en stress. Hein. L'amygdale s'active en cas de danger. Hein. C'est effectivement ce mécanisme qui est décrit. Je dirais plus que c'est pas dès qu'il y a une activation amygdalienne, puisque l'amygdale se met... Je traverse la rue et puis j'entends un klaxon, je vais avoir mon amygdale qui se met en route. C'est dès que l'activation amygdalienne est extrêmement intense, suffisamment longue, et qu'il y a besoin du mécanisme de dissociation, de relargage des endorphines et des anesthésistes endogènes, en fait. C'est à ce moment-là que peut se mettre en place des parties émotionnelles. Et encore, il faut effectivement que ça arrive suffisamment tôt et de manière répétée pour que ça ait un impact sur le sentiment d'identité. Par contre, des parties émotionnelles dans la méfiance, dans le sursaut, dans la soumission ou dans la fuite, on va les retrouver effectivement même sur des traumas qui arrivent beaucoup plus à l'âge adulte, où on a déjà on a aussi des parties émotionnelles qui peuvent arriver. Mais... Je me fais un peu l'avocat du diable, mais dans la mesure où ça permet de protéger les traumatismes violents, répétés, etc., en quoi est-ce un problème, en fait? Parce que on pourrait imaginer de vivre avec des personnalités, enfin des parties adaptées qui vont prendre le pas dans l'existence à des moments donnés. Ça pourrait être une solution durable, mais en l'occurrence, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, elles sont en conflit. En fait, c'est cet aspect-là aussi qui est important, parce que c'est un mécanisme de protection intenté, mais qui empêche de guérison un T+1, en fait. C'est ce mécanisme-là que je trouve important, parce qu'en fait, quelque part, ça veut dire qu'il y a des parties en toi qui sont constamment en train de revivre ces agressions. Oui. Et puis, il y a vraiment des genres de stratégies à l'intérieur où chacune est persuadée d'avoir le bon mode de survie. Et j'ai très souvent eu des moments où j'arrivais pas à me mettre d'accord à l'intérieur.
parce qu'il y avait trop de conflits. Il y en avait certaines qui voulaient que je fuis, d'autres qui voulaient que je reste. Dans toutes les situations, quand j'étais en couple ou au travail ou n'importe quoi, tout mon quotidien en fait était impacté par ça. Parce que j'avais l'impression, à chaque fois que je prenais une décision, que j'avais pris la mauvaise décision, parce que je ressentais, juste au moment où j'avais enfin réussi à me dire bon, c'est ça la bonne solution, je vais là, c'est là que je suis en sécurité. Dès que j'y étais, j'étais envahie par le doute, j'étais envahie par des crises d'angoisse et à me dire mais à vouloir sortir et m'enfuir parce que j'allais mourir si je restais là. Et c'était constamment comme ça. Et en fait, vous le dites très bien. Vous dites il y a différentes parties qui ont des stratégies différentes dans la survie. Et pourquoi c'est pas adapté? Parce que au quotidien, on a rarement besoin d'être dans des mécanismes de survie. Et bien heureusement, la plupart du temps, dans notre quotidien, nous ne sommes pas en danger. Et c'est les parties émotionnelles qui considèrent et qui ont appris que le danger était partout et tout le temps, qui veulent réagir à des situations qui ne sont pas des situations de danger. Donc quand vous disiez elles sont adaptées, oui, elles sont adaptées en cas de danger. Mais quand nous ne sommes pas, et c'est quand même bien heureusement la majorité du temps, dans des situations où on est en danger, ça devient particulièrement dysfonctionnel et pathologique. Parce qu'elles sont adaptées face au danger. Elles ne sont pas adaptées dans une vie quotidienne où on n'a pas, et où elles vont se mettre à penser que tout le quotidien est dangereux, que la relation de couple est dangereuse, que le patron est dangereux, que l'amitié est dangereuse, que aller faire ses courses est dangereux, etc., etc. Tout à fait, oui. Alors, le phénomène de dissociation, de sidération, c'est corrélé avec une anesthésie émotionnelle. Je parle sous votre responsabilité. Comment est traitée l'information émotionnelle aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des explosions. Potentiellement anesthésié, il est par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais finalement, c'est paradoxal le traitement de l'information. C'est différentes parties. En fait, c'est comme si on traversait un champ de mine tous les jours un petit peu. Donc il faut essayer de ne pas marcher sur une mine pour ne pas se déclencher. Voilà, quand je prenais l'exemple de l'odeur de transpiration, ça peut être un déclencheur. J'ai une dame qui me disait, mon mari, quand il arrive vers moi, puis moi je sens bien que il a envie. Moi j'ai tous mes warnings qui s'allument. Là, ça y est, ou alors là, tu vas pas obtenir ce que tu veux. Parce que ça lui rappelle ses souvenirs. Donc ça active son petit logiciel de « je vais me protéger ». Alors là, il est hors de question que je nourrisse ses besoins. Donc le problème, c'est le champ de mine en fait. C'est les déclencheurs, c'est ça qui pose problème. Et on ne sait jamais quand ça va déclencher. Si je prends le métro et que je sens ça, je ne sais pas quand ça va déclencher. Je ne sais pas mon mari à quel moment il va avoir une voix doucereuse et qui me rappelle. Mon abuseur était très gentil, d'ailleurs je l'aimais bien, il faisait office de père pour moi. Et finalement, c'est parce qu'il était très gentil et qu'il s'occupait de moi qu'il s'est passé quelque chose. Donc pour moi, le fait qu'on soit gentil avec moi, c'est un super déclencheur. Donc c'est vraiment ça qui pose problème après dans le quotidien. Ouais. Dans ma vie adulte, je n'ai plus envie d'avoir ces déclencheurs. Mon mari, je sais que c'est quelqu'un de sain, rationnellement, dans mon cerveau cognitif. Sauf que mon reptilien, il n'est pas au courant. Sur la question, effectivement, des émotions et de l'anesthésie émotionnelle, effectivement, la dissociation peut avoir pour but, par le mécanisme de sidération, de se déconnecter complètement de ses émotions et de s'anesthésier. Mais on l'a dit aussi, les parties émotionnelles peuvent porter des émotions. Donc, on a des parties qui peuvent porter la colère, on a des parties qui peuvent porter la tristesse, très fortement, des parties qui peuvent porter de l'anxiété et sous les différentes formes. Donc, on voit effectivement que je me dissocie et je m'éloigne de mes émotions, et c'est le cas la plupart du temps, mais je suis aussi dissociée quand j'ai une partie émotionnelle trop intense qui prend le dessus. Donc, on voit à quel point on peut passer de l'hypo-émotionnalité à de l'hyper-émotionnalité en fonction des parties activées et aussi, et bien évidemment, en fonction des déclencheurs qui viennent activer telle ou telle partie. Puis je pense qu'il y a deux mécanismes qui s'opposent au quotidien quand on est adulte et qu'on est sorti de la situation. Il y a d'une part le quotidien qui fonctionne avec des déclencheurs où il y a toutes les parties qui n'arrêtent pas de venir et qui se croient à nouveau aux prises avec la même situation auquel elles ont eu affaire. Et en même temps, on a vraiment cette recherche, je pense, du cerveau à réunifier tout ça, à ce que ça trouve un sens et que ça reprenne sa place, la place qu'elle aurait dû avoir en fait. Certaines théories disent que les reviviscences traumatiques sont des tentatives d'intégration. C'est-à-dire que notre cerveau nous fait revivre le traumatisme, nous ramène dans ses souvenirs pour qu'on arrive enfin à l'intégrer dans sa mémoire, à sa place, comme un très très mauvais souvenir,
mais comme quelque chose du passé. Qui est passé, voilà. Un traumatisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui est pas dans le présent, on sait bien, ça a pu se passer il y a 30 ans, mais qui est pas non plus rangé dans sa mémoire au bon endroit. C'est quelque chose qui vient faire intrusion dans le présent avec ce qu'on voit le plus, qui est les reviviscences traumatiques. Mais en fait, ce qui se voit le moins, mais qui est le plus invalidant, c'est tous les évitements liés à cette situation traumatique. C'est tout l'évitement des situations, de la voie douceutreuse, du papier administratif, de ces choses-là. C'est tout ça, surtout, qui fait... qui enferme et puis qui est dans le présent. Et donc, le traumatisme, c'est encore quelque chose qui arrive dans le présent, sous la forme de reviviscence, ou surtout sous la forme de l'ensemble des comportements, en fait, en lien avec des évitements, en lien avec des déclencheurs du traumatisme. Et donc, tout le but va être de se dire, OK, il va falloir que ce traumatisme aille à sa place, dans le passé, rangé au bon endroit dans la mémoire, et pour autant, doit être intégré. Mais on peut se dire aussi, tout ça est une but d'un signal d'alarme, de dire, ce n'est pas intégré, il faut faire quelque chose, et que ça revient aussi dans une espèce de tentative d'intégration. Donc, on pourrait se dire que finalement, c'est aussi adapté de revenir en disant il faut maintenant m'intégrer quelque part. Les switches sont une forme de tentative d'intégration. Clairement, moi, le moment où ça a vraiment explosé, c'était un moment où j'étais enfin en sécurité. J'avais réussi à fuir la secte, j'étais en couple, j'avais un travail, une situation posée, mes filles étaient en sécurité. Et c'est à ce moment-là où c'est parti en vrille, quoi. Où ça arrêtait pas de sortir constamment, où j'étais complètement envahie, j'avais plein de flashbacks, plein de souvenirs qui revenaient dans mon corps, que je revivais, plein de phrases qui me revenaient, et paradoxalement, c'était le moment où j'étais le mieux. C'est ce que je trouve paradoxal et très important, c'est que parce que ça va mieux, que les souvenirs reviennent, parce que c'est une tentative d'intégration, justement, de traitement de l'information qui n'a pas été traitée. C'est comme si, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec, moi je dis aussi parfois, les vieux dossiers, ils sont classés dans une zone secret défense. Et là, une fois qu'on est un peu tranquille, en sécurité, c'est comme si le cerveau disait « Bon, allez, on va s'occuper des vieux dossiers, là, parce qu'il y a des trucs à traiter. » Et enfin, le cerveau est disponible pour traiter ça. Donc, souvent, les gens arrivent, je sais pas, à 40 ans, en disant bah, « Enfin, là, je suis bien, j'ai tout ce que je veux, etc. » Et pourquoi, tout d'un coup, je fais des crises d'angoisse? Et le matériel traumatique, il revient. Il dit « Coucou, il faut qu'on s'occupe de moi maintenant. » Parce que finalement, tant qu'il était consacré à la survie, eh ben, il gérait et il était adapté. Et du moment où il y a de la sécurité, où on est posé, effectivement, bah, il y a tout ça qui est là, qui essaye de se dire, bon, maintenant, il est temps d'être intégré. Et finalement, voilà. Mais je trouve que c'est une manière très positive, quelque part, et curative de présenter les choses. Et on n'est pas, ce qui m'intéresse aussi dans ta démarche, dans ton parcours, c'était pas dans la sursignification du symptôme, comme certaines personnes TDI aujourd'hui qui, voilà. Ça n'a rien de fun en fait. C'est pas marrant. C'est handicapant dans mon quotidien. Ça me bouffe la vie. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est je peux pas tirer un trait sur ce qui s'est passé. Je peux pas oublier parce que ça voudrait dire que, enfin, c'est même pas possible en fait. On peut pas le faire. Et les personnes qui fonctionnent de cette façon-là, ça va ressortir autrement. Ça va être dans des maladies que le corps va développer, ça va être, j'en sais rien, ou à un moment donné, une partie qui va sortir et qui va faire une tentative de suicide, ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pas une solution, en fait. Et on est obligé, on n'a pas le choix, il faut faire face à tout ça, mais ça n'a rien de marrant. Je passe pas ma journée à changer de fringues, à changer de coiffure. Mes switches, c'est toute la journée, ça n'arrête pas. Pendant toute ma journée, c'est des choses très subtiles. C'est le ton de ma voix qui va changer, c'est quelque chose dans mes yeux, le regard que je vais avoir, c'est l'émotion que je vais ressentir, c'est des zones de mon corps où je vais ressentir des douleurs, mais que je peux raccrocher à des doigts qui m'ont serré, et je sais qui le fait à ce moment-là. Et à un épisode très précis que j'ai vécu. Des fois, je suis prise de douleur dans les jambes. Je sais que c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a tapé, mais je suis en train de le vivre là en ce moment. On est en train de me frapper. Mais il n'y a personne à côté de moi. C'est ça le quotidien d'une personne qui a un trouble dissociatif de l'identité. C'est pas marrant. C'est héroïque. Moi, je suis fière de mon cerveau. Je suis fière de ce que mes parties dissociatives, ce que mon cerveau a réussi à faire pour survivre à tout ça. Mais j'aimerais bien que j'ai jamais eu ça, en fait. Hein. Je sais pas, mon rêve de porter le TDI comme un étendard de fierté,
si j'avais pu éviter d'avoir à subir toutes ces choses qu'on m'a faites, je le ferais sans hésiter, quoi. Ce dont parle Maïlé aussi, c'est ce qu'on appelle la dissociation somatoforme. C'est exactement ce qu'elle nous décrit quand elle parle de douleur dans son corps. Moi, je trouve que vous êtes aussi très avancée avec une compréhension de vos troubles et de vos symptômes qui est remarquable et qui est aussi probablement liée par le travail que vous avez fait dessus et votre intelligence pour comprendre un petit peu tout ça. Parfois, il peut y avoir des douleurs, ou il peut y avoir une paralysie, ou il peut y avoir des crises qui ressemblent à de l'épilepsie, mais qui n'en sont pas, où le corps, effectivement, exprime des choses, est complètement dissocié du reste, sans pour autant que le lien avec le traumatisme soit évident, en tout cas dans un premier temps, même s'il va se reconstruire après. Donc on voit effectivement que la dissociation, c'est pas simple, c'est à la fois le sentiment parfois d'être dépersonnalisé, je me reconnais pas et j'ai l'impression de me voir agir comme quelqu'un d'autre, d'être déréalisé, je ne reconnais pas cet environnement que je trouve étrange ou bizarre, et aussi ces symptômes dans le corps, des douleurs ou des choses particulières. Donc on voit que c'est éminemment complexe. Oui, ça impacte vraiment tout en fait. Ça impacte le fonctionnement du cerveau, ça impacte aussi tout le corporel. Moi, c'est un truc qui m'invalide vraiment dans mon quotidien. Par exemple, sortir me promener, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que j'ai été violée par un moine dans une forêt. Dès que je vais me balader dans la nature, mais j'ai ces souvenirs-là qui reviennent. Et pourtant, j'ai envie d'aller me balader et je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien aussi. Quand j'arrive à le faire, quand je ne suis pas envahie par ces souvenirs-là, c'est quelque chose qui est apaisant pour moi et qui, normalement, devrait être quelque chose... c'est souvent les pros, les psys disent souvent que ça peut être une aide. Mais moi, je suis emmerdée à cause de ça. C'est la méditation ou la respiration, toutes ces techniques-là, moi, à cause de ce que j'ai vécu, c'est des choses qui me sont très difficiles à faire. Parce que je fais tout de suite une corrélation, j'ai des parties dissociatives qui vont associer ça à je suis à nouveau dans la secte et je suis en train de faire l'adoration, de faire la prière. Et du coup, je suis de retour dans la secte et niet, non, moi je veux pas faire ça. Je peux pas. Donc il y a plein de choses comme ça qui, à cause de mon vécu, rendent ma guérison, entre guillemets, très compliquée. Parce qu'il y a plein de choses mes traumatismes ont impacté énormément tout mon quotidien. Quelle est la différence entre le TDI et le trouble de la personnalité borderline? Quelles sont les différences? En fait, si on reprend toujours le modèle de la partie adulte et les petits logiciels, en gros, un petit peu dans chaque structure de personnalité, on va retrouver un petit peu ça. Mais les petits logiciels, ils sont liés à nos traumas, ce qu'on a vécu. Donc dans les troubles de borderline, et à limite, ça va être des troubles d'attachement. Donc à la fois, j'en ai besoin, je vais être en fusion, mais quand j'aime et quand je suis attachée, je suis en danger, donc il faut que je détruise l'autre. Donc on va avoir ces petits logiciels qui vont avoir ces programmes-là. Après, je dirais c'est plus une différence de programme. Et plus on a eu de traumas ou d'abus, plus on a de programmes. Mais tout l'enjeu justement de ces thérapies, et vous en parlez vraiment bien, c'est vrai que c'est touchant parce qu'on a envie de stabiliser, on sent que ça active. Tout l'enjeu, ça va être des thérapies d'intégration. Donc de donner plus de place à la partie adulte, la partie présente, de renforcer les ressources et que ça prenne plus de place, en fait, de vraiment stabiliser. Et ensuite d'aller connaître. Alors connaître, c'est une chose, mais le plus gros de la thérapie, ça va être d'aller désensibiliser chacun de ces petits logiciels avec la neuroplasticité. Et moi, je travaille beaucoup en EMDR, puisqu'en fait, ça permet au cerveau d'aller retraiter des expériences traumatiques. Mais dans les troubles, dans les TDI, c'est vraiment un travail spécifique d'horloger suisse, où on va être sur du travail très fin et surtout en gardant le contact avec la partie adulte systématiquement. Puisqu'on sait qu'il y a une autre partie qui est susceptible de pointer le bout de son nez à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, en fait, le but, c'est pas de légitimer chacune des parties. On sait qu'elles sont là, c'est dire ok, elles sont là, mais il faut que ce soit la partie adulte qui soit aux commandes tout le temps ou la majorité du temps. Notre job, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a eu certaines thérapies où on apprenait à la personne à connaître ses différentes parties, comme si on avait plusieurs acteurs, mais en fait, on s'est dit, oui, mais ça légitime, quelque part, on fait perdurer ces parties-là. Ça légitime la dissociation. Oui, alors il faut les connaître, mais les connaître, ça n'est pas tout. Et c'est vrai que c'est assez culpabilisant parfois, parce qu'on pense qu'il suffit de savoir, et ça y est, hop, ça intègre et on les a plus. Sauf qu'en fait, la mémoire traumatique, c'est aussi la mémoire du corps. C'est la mémoire somatique, et quand on a subi des viols,
On a vraiment des sensations qui mettent du temps à se retraiter, qui vont se retraiter peut-être pas à 100%, mais qui vont se retraiter grâce à la neuroplasticité et au fait d'accepter que la mémoire du corps soit revécue et que c'est juste la mémoire de mon corps de peut-être quand j'avais 5 ans, mais maintenant je sais que j'en ai 45 et du coup je sais que celle de 45, elle peut accueillir celle de 5 en disant « Ok, je sais que c'est dur pour toi, je sais, mais tu sais, moi aujourd'hui je peux accepter ça. Je suis ok pour que tu me l'exprimes, c'est très dur ce que tu as vécu, mais maintenant ma fenêtre de tolérance, elle est ok pour que tu puisses m'exprimer, mais m'exprimer dans mon corps ce que tu as vécu. » Donc tout notre travail, ça va être d'élargir cette fenêtre de tolérance, de bien mettre le pilote aux commandes, et si on sent que la personne switch, on la ramène immédiatement. Parce que plus on la laisse se dissocier, et moins on va l'aider en fait. Donc, voilà. Il faut réapprendre aussi, après je ne sais pas si c'est le cas de tous les TDI, mais moi personnellement, j'avais des émotions qui étaient interdites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la colère, la tristesse, avoir des besoins, c'était des choses qui étaient interdites et il a fallu que je passe par tout un apprentissage très difficile d'accepter petit à petit, par petites doses, de ressentir ça. De te déconditionner en fait. Oui, et c'est vraiment très effrayant parce que face à la colère, on a vraiment l'impression au début que ça va être une vague, un tsunami qui va nous submerger, qu'on va être capable de crise de colère. Et comme c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi où c'était complètement interdit sous peine de conséquences graves, de mort, ou alors de sévices encore plus violents. Il faut une sacrée dose de courage pour arriver à se confronter à ça, en fait. Et ce qui aide vraiment, c'est de pouvoir le faire au quotidien, tout doucement. En fait, il y a une phase qui est importante de connaissance de ces parties, d'accepter le fait qu'il y a plusieurs parties, d'en prendre conscience. Mais après, moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est d'avoir des proches autour de moi qui soient au courant, qui en sachent un petit peu sur le TDI, sur comment ça fonctionne, et moi m'autoriser à ne plus forcément tout cacher, tout contrôler. Et pouvoir m'autoriser, du coup, à montrer un peu de faiblesse et à expérimenter le fait que même si je montre que je suis un petit peu faible, ben, la personne en face, elle va pas forcément en profiter, à engranger d'autres expériences que celles qu'on a faites quand on était petit, en fait. C'est ça qui aide le plus. Renforcer toutes les compétences de la partie adulte, de ce qu'on est capable de faire, par exemple, pour ses enfants. Quand on a des enfants, c'est vraiment utile. On peut renforcer plein pot les compétences de maman. Ce que je fais pour mon enfant, je le protège, je sais l'écouter, j'accepte quand il a mal, je sais le rassurer. Et donc, plus on va renforcer la présence de cette partie, plus on va pouvoir la mettre en contact des autres parties de nous qui sont abusées, un peu leur tendre une main et leur permettre de s'intégrer. Parce que c'est vrai que sinon, on va être phobique, surtout quand il y a des activations corporelles de ce matériel, et on veut surtout pas y aller, ou alors on croit qu'on redevient fou, et parce que les parties ne se connaissent pas entre elles, elles ne communiquent pas. Non. Par exemple, je vais dire, oui, mon oncle, il m'a fait ça, j'avais 5 ans, c'est pas grave, hein, je m'en fous, moi. Et puis la maman, si on lui dit, mais si votre fille, on lui fait la même chose, ah, je le bute, le mec, alors là. Donc ces deux parties-là ne communiquent pas. Et nous, notre job, ça va être d'aller dire, bah oui, la maman, je comprends, moi je ferai comme vous, hein. D'aller permettre à cette partie maman protectrice et qui n'accepte pas ça, de prendre la main pour qu'elle puisse entendre que la petite, non, c'est pas anormal en fait. Et ça, c'est pas à nous de le dire en fait, ça va être de la mise en contact des différentes parties de la personne, parce que sinon on est dans la suggestion, bah oui, c'est pas bien, etc. Mais non, vraiment, la personne, elle va dire, oui, je l'ai vécu à 5 ans, c'est bon, hein, je me suis construite, j'ai épousé quelqu'un, ça m'a jamais posé problème. Hein. De toute façon, mon oncle, je l'aime bien, je continue de m'occuper de lui aujourd'hui. Mais d'être confronté à ça, c'est vraiment très important. Moi, il y a peu de temps, il y a quelques mois, là, j'ai pris conscience d'une chose, d'un mécanisme que je mettais en place. Et autant je peux être vraiment très bienveillante avec mes filles, être beaucoup dans l'accompagnement, l'écoute, et puis leur donner les clés que moi, j'ai pas eues quand j'étais petite sur les gestes que les gens peuvent faire vis-à-vis d'elles, etc. Par exemple, quand ça m'arrivait très souvent quand j'étais en couple, que ce soit des parties adolescentes qui gèrent le côté relation intime, et parce que c'est des parties qui sont hyper sexualisées, qui ont été hyper sexualisées par le gourou, qui me demandait de prendre certaines positions, il me filmait, il me dessinait. Et donc du coup, c'est un peu celle qui avait les compétences, entre guillemets, pour agir dans ces situations-là. Et c'est seulement en discutant avec ma psy
et en réfléchissant à l'âge que cette partie avait quand ça s'est passé, que j'ai fini par devoir admettre, mais j'ai eu beaucoup de mal de comprendre que, non, à 10, 11 ans, on n'est pas une femme, on n'a pas à avoir de relations sexuelles, et donc du coup, c'est pas à cette partie-là de gérer ce truc-là. Et il a fallu que je travaille là-dessus, et ça a été très compliqué, mais on est un peu enchaîné dans des espèces de rôles, mais sans réussir à prendre de recul sur la situation, sur l'âge où ça s'est passé, sur les droits qu'on avait, sur les interdits qui existaient et que les adultes n'auraient jamais dû transgresser. Et on est à la fois un adulte et à la fois un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Et du coup, de réussir à prendre du recul et se rendre compte que c'est à cet âge-là que les choses se sont passées, mais est-ce que à tes propres enfants, si leur arrivait ça à cet âge-là, comment tu réagirais? Là, ça explose, on se dit, mais non, c'est pas possible, j'aurais jamais laissé passer ça. Et c'est comme ça seulement qu'on réussit à le comprendre, que ce qu'on a vécu, c'était pas normal. Après, c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui disent « Ah oui, mais moi, je veux pas perdre ces parties-là parce qu'en fait, elles me servent. » Donc l'idée, c'est pas de les détruire, surtout pas, c'est des parties de nous. Donc on va pas détruire des parties de nous. C'est de les intégrer et ces parties ont des ressources. Donc l'idée, c'est que ça devienne un petit peu comme un jukebox à l'ancienne, là où on va choisir son disque. Ah bah tiens, j'ai envie de séduire tel homme, ça je sais, j'ai le répertoire. Mais c'est moi qui décide, c'est ma partie adulte qui décide de choisir le répertoire. Et elle est, j'allais dire nettoyée, en fait, elle est apaisée du trauma qui allait avec. Elle s'est fondue dans l'adulte. Et je peux utiliser tous mes petits logiciels, mais c'est moi qui décide quand est-ce que je les active. C'est des images avec la dissociation, c'est des quartiers d'une orange qui sont séparés les uns des autres. Et c'est une image aussi que j'employais pour une personne, entre guillemets, enfin, qui n'a pas ce trouble. On est tous des boules à facettes, en fait. Oui. Quelque part. Et en fonction de la situation qu'on vit, on va faire appel on va faire tourner la boule par rapport à une facette qui va être utile, mais qui fait appel à notre mémoire, à notre expérience, à la manière dont on a réagi à telle et telle et telle époque, qui va nous servir à l'instant présent. Et quand vous parliez effectivement de ces parties un peu hypersexualisées, c'est aussi quelque chose qu'un certain nombre de professionnels ont du mal à comprendre en disant cette personne, elle me dit qu'elle a vécu des abus sexuels, et là, je suis en train de voir, et à des moments, elle a des comportements, alors ils le disent pas forcément comme ça, mais très dans l'hypersexualité. Alors bon, est-ce que vraiment il y a eu abus sexuels? On le sait, on a tous malheureusement eu ce type de témoignage, donc ce qui est une hérésie. Et évidemment que en cas d'abus sexuel, on peut avoir, et on a même, je pense quasiment à chaque fois, des parties qui portent une hypersexualité, une séduction, ou effectivement une recherche excessive de relations sexuelles en s'oubliant complètement. Et donc c'est très classique et c'est absolument pas contradictoire avec une histoire d'abus sexuel. Mais qui est peut-être une réponse à l'agresseur et une stratégie de survie à un moment donné. C'est même pathognomonique. Enfin, il y a toute une liste de symptômes dont on sait que c'est un peu la signature du crime, quoi. C'est pour ça que moi j'avais créé des groupes de parole de victimes d'inceste pour permettre aux personnes de se rendre compte que finalement elles sont pas anormales. Les symptômes qu'elles portent, finalement dans le groupe, pratiquement toutes les partagent. Et déjà de se sentir compris, reconnu en disant c'est pas moi qui suis folle, c'est par rapport à ce que j'ai vécu que du coup ces symptômes-là se sont installés. Déjà c'est très culpabilisant. Déculpabilisant. C'est très déculpabilisant. Et c'est vrai que si on reprend le côté très sexualisé, ça peut être des parties pompiers. Alors c'est des parties de nous qui nous permettent de disjoncter et du coup d'apaiser les tensions intérieures. Et je peux peut-être m'habiller de façon très sexy, aller traîner dans des quartiers qui craignent, où je sais que je risque de me faire violer. Mais peut-être que mon cerveau, comme il a appris à dissocier, et quand il est en danger, il dissocie, les shoots chimiques de kétamine et de morphine, mais ça fait du bien, hein. Ça apaise, ça calme. Et c'est ça, effectivement, que dans la justice, c'est un petit peu dommage, parce que c'est un peu la double peine. Non seulement quand on raconte comment on est dissocié, on n'a pas d'émotion, on le raconte comme si on avait lu un bouquin, donc il dit, vous voyez bien, moi j'aurais vécu ça, je m'écroulerais. Mais justement, c'est pathognomatique, c'est un signe. Exact. Ou alors, effectivement, d'aller séduire ou d'utiliser son corps comme une marchandise, puisque c'est ce qu'on a fait avec nous depuis toujours. Alors, Est-ce qu'il y a du TDI chez les hommes? Je fais référence au fait que, aussi bien dans les représentations, on va dire, fictionnelles du trouble que dans les différentes personnes qui s'expriment aujourd'hui dans les réseaux sociaux par rapport à cette pathologie, à ma connaissance, il n'y a que des femmes.
il y a forcément des hommes qui vivent la même chose, même si statistiquement les hommes sont moins sujets à être victimes de traumatismes multiples antérieurs, mais enfin il y en a aussi forcément. Oui, il y a des hommes qui présentent des troubles dissociatifs de l'identité. Il y a une étude en population générale qui étudiait ce trouble dissociatif de l'identité et qui retrouvait en fait la même proportion hommes-femmes, contrairement aux idées qu'on peut avoir. L'explication probablement est qu'on voit beaucoup moins d'hommes. Moi j'en ai un en tête que je suis, mais avec vraiment pour raison que ils vont moins aller consulter. Et puis une idée aussi est que peut-être sur des TDI graves, il y a des parties qui peuvent être des parties peut-être plus agressives ou dans des modalités de colère plus importantes et qui vont se retrouver peut-être plus au niveau médico-judiciaire ou dans les prisons plutôt que dans les cabinets des psychologues en ville. Mais les TDI existent chez les hommes, l'inceste chez les petits garçons et les répétitions de maltraitance arrivent aussi aux petits garçons, même si c'est moins fréquent, que chez les filles. Donc ça existe, c'est probablement juste un problème de projecteur et de ce que l'on a à voir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait, au niveau des prisons, c'est un laboratoire, je pense. Est-ce qu'on peut dire que le TDI est une manifestation particulière du stress post-traumatique, une expression spécifique? Tout à l'heure, vous parliez de la personnalité borderline. Différence TDI, personnalité borderline, trouble de stress post-traumatique. Moi, j'aurais tendance à apporter ça vraiment sur un continuum avec d'un côté le trouble de stress post-traumatique dit simple, si cela existe, quand on a eu des traumas de manière très répétée et qu'on commence à avoir des parties émotionnelles, en particulier qui portent des matériaux très relationnels avec cette question de la peur de l'abandon, de tout ça, mais où toutes ces parties émotionnelles ne sont pas imperméables les unes des autres, mais communiquent particulièrement entre elles et qu'on a des états du moi différents sur les aspects très relationnels. On va être beaucoup plus dans cette personnalité borderline parce qu'il n'y a pas d'imperméabilité entre. On peut avoir aussi ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique complexe où on est sur des parties qui sont surtout des reviviscences traumatiques, mais on voit que tout ça est quand même assez proche. Et puis au bout du bout, on a le TDI. Alors maintenant, on a même la notion de TDI partiel dans la CIM 11 et puis de TDI complet, où il y a de plus en plus en fait d'amnésie et de choses imperméables entre les différentes parties. Souvent, une patiente qui souffre d'un trouble borderline, elle a plutôt quelque chose d'assez dichotomique. Il y a le mauvais, il y a le bon. Je fais des choses que je veux pas faire et ça me pousse à me scarifier. C'est le mauvais. Puis il y a le bon. On est sur des choses assez simples. Et puis au bout du spectre, on a le TDI. Et donc tout ça peut se voir de cette manière-là. Peut-être, je sais pas si on pourrait dire aussi que la partie adulte, plus on va dans le continuum de la pathologie, en fait, moins la partie adulte est aux commandes et même parfois il y a des structures, il n'y a plus du tout de partie adulte. Avec même effectivement dans les troubles dissociatifs de l'identité les plus sévères. Il y a plusieurs parties adultes, c'est ce qu'on voit bien le cas ici, hein, plusieurs parties apparemment normales, c'est aussi comme ça qu'on les appelle. Ce qui n'est pas le cas dans un trouble de la personnalité borderline. Donc on peut voir ça effectivement comme un spectre. Est-ce qu'on sait s'il y a des prédispositions génétiques, neurodéveloppementales, indépendamment des expériences de vie, à développer un TDI? Il y a une revue de la littérature assez récente qui est regroupée. Alors il y a très peu d'études. Il y a 7 études sur la question de la génétique et de la dissociation. Et les résultats sont pas très faciles à interpréter. Chacun a étudié dans son coin quelque chose. Donc sur les récepteurs de la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui est très impliqué dans les mécanismes de dépression, d'anxiété. Alors il y aurait peut-être des particularités, d'autres vont analyser quelque chose. On n'arrive pas actuellement à dire oui, c'est sûr qu'il y a une prédisposition génétique ou pas. En tout cas, des recherches sont nécessaires, sont supplémentaires. Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Alors justement, les traitements. Quels sont les traitements aujourd'hui? Quels sont les principes de traitement? Est-ce qu'il y a des traitements qui ont fait leurs preuves? Ou est-ce qu'il y a des pistes de recherche aujourd'hui? Oui, il y a des traitements qui ont fait leurs preuves. Alors, Éléonore parlait de l'EMDR et l'EMDR a fait la preuve de son efficacité pour traiter les traumas et pour intégrer les traumas. Actuellement, effectivement, en tout cas jusqu'à maintenant, ce qui marche pour intégrer le trauma, c'est de s'y exposer.
d'une manière ou d'une autre, de s'exposer à ce souvenir traumatique, que ce soit avec des thérapies cognitivo-comportementales classiques d'exposition ou avec le MDR, qui sont les 2 grandes thérapies reconnues comme efficaces pour traiter l'information traumatique. Et tout à l'heure, Éléonore employait le terme de stabilisation classiquement, et c'est sujet à débat, hein. En tout cas dans le traitement du trouble dissociatif de l'identité. Il y aurait l'idée qu'il faut commencer par une grande phase de stabilisation où il faut créer l'alliance thérapeutique, il faut comprendre le trouble, comprendre les parties, comprendre les besoins des parties, et renforcer les ressources de la partie apparemment normale, ses capacités, sa gestion émotionnelle, qui est une grande phase, une phase d'intégration des traumatismes où on va s'attaquer spécifiquement aux souvenirs traumatiques. Et c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que, évidemment, toute cette dissociation a pour but d'éviter ces souvenirs traumatiques. Tout ce qui est mis en place, c'est pour rejeter, c'est pour éviter. Et là, on dit à la personne, eh ben, on va aller te replonger dans ce souvenir traumatique. Donc, c'est extrêmement violent, mais c'est actuellement ce qui marche. Et donc, on il sent faut le ça. faire par petites touches, par petites... En fait, ces 3 phases, c'est vraiment... c'est pas un gros moment pour la première phase de stabilisation, et puis ensuite un gros moment où on s'attaque au traumatisme, et puis un 3e où on voit un peu pour l'avenir et on essaye d'ouvrir un peu l'horizon. Mais c'est vraiment, ça va être... on fait un petit peu de stabilisation, on va toucher un peu au trauma, on refait un peu de stabilisation, on retouche un peu au trauma. Finalement, c'est pas le bon moment, il y a un peu de merde, pardon pour le mot, mais le quotidien est un peu compliqué, on va rester un gros moment là-dessus. Et on va essayer de faire en sorte de remettre le quotidien correctement pour qu'on puisse recommencer à travailler. Et puis finalement, le patient, enfin moi par exemple, je commence à réfléchir un peu à qu'est-ce que je veux faire de mon avenir. Tout d'un coup, pouf, il y a un peu d'horizon qui s'ouvre. Je suis tout d'un coup un peu capable de voir autre chose que là tout de suite je souffre et je suis pas bien et je suis prise dans plein de trucs. Et je suis enfin capable, je suis enfin capable de me projeter un petit peu. On va voir un petit peu, on va aller un peu creuser là-dessus et voir qu'est-ce que je voudrais faire comme étude, qu'est-ce que je voudrais améliorer dans mon quotidien, comment me projeter sur les prochaines vacances, etc. Et puis on va retourner à nouveau à traiter un peu des traumas. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va être des allers-retours constants en fait entre les 3 trucs, quoi. Enfin... Oui, non mais exactement. C'est pour ça que cette idée, effectivement, qu'on n'intègre pas les traumas s'il n'y a pas une stabilisation parfaite est compliquée, parce que du moment où on pense que la déstabilisation émotionnelle ou la dysrégulation émotionnelle, elle est due au trauma, ça n'a pas vraiment de sens de se dire il faudra que tout soit parfaitement stabilisé au niveau émotionnel et seulement là on pourra aller s'attaquer au trauma, puisque si on ne les intègre pas, ça ne marchera pas. C'est plus une question de fenêtre de tolérance en fait. Quand on parle de stabilisation, c'est qu'on est sûr qu'on peut avoir la partie adulte à chaque instant si on redemande à la personne, mais là on est quel jour, vous avez quel âge aujourd'hui, voilà, c'est plutôt ça, parce qu'effectivement il va falloir accepter de rentrer dans la zone de fenêtre de tolérance et peut-être d'être un petit peu haut parfois. Et à nous aussi de repérer, parce que parfois les personnes veulent tellement s'en sortir et elles sont tellement habituées à traverser des trucs durs. Ah, si, on y va, et nous on voit bien que là les signaux ils sont rouges et c'est à nous de rétrograder ou d'appuyer sur le frein. Après, je trouve qu'il y a aussi donc en EMDR, ça va pas être le protocole classique de base simple. Enfin, c'est pas la grosse Bertha. Et c'est vraiment, on a des protocoles spécifiques. On va utiliser le protocole inversé. On va plutôt effectivement renforcer ou travailler des petits déclencheurs du présent. On va travailler avec quelque chose qui s'appelle la boîte de vitesse, où justement on va pouvoir soit accélérer, soit rétrograder si besoin. Il faut que le patient, c'est lui qui soit aux commandes de la voiture et il sait rétrograder, voilà. Et nous on va être en alliance avec lui. Et enfin voilà, pour le MDR, c'est vraiment, faut faire attention parce que parfois, si on y va un peu avec les gros sabots, on appuie sur les déclencheurs, on fait pire que mieux, hein. Et moi, j'utilise... Alors évidemment, on parle d'intégrer, mais nous, les thérapeutes, on est souvent intégratifs aussi dans nos thérapies ou nos modèles. Et je trouve que l'IFS est très intéressant aussi. Donc l'IFS, c'est Internal Family System. Et c'est un petit peu, en fait, l'intégration du système familial intérieur. C'est un petit peu comme si on était face à une classe et qu'on avait nos enfants. Donc il y en a un, il aime bien foutre le bordel. Il y en a un, il n'ose jamais parler. Il y en a, il a toujours peur. Il y en a, il sait tout. Il y en a, il crie sur tout le monde dès que quelque chose lui va pas. Donc, on va apprendre à connaître notre petite famille. On va voir avec qui l'adulte ou le maître veut travailler aujourd'hui, en disant à tous les autres, mais vous êtes tous super importants pour moi aussi.
Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes OK pour que je m'occupe spécifiquement de lui et voir comment on va pouvoir s'occuper de ça? Donc on a aussi des outils qui permettent de serrer le matériel, puisque souvent il n'y a pas qu'une chose qui vient, il y a tout le monde qui s'invite, moi je parlais moi aussi. Donc on va utiliser un contenant pour nous permettre aussi de serrer et de mettre provisoirement un peu de côté certaines choses en attendant qu'on travaille de façon plus ciblée. Donc l'idée c'est de remettre de l'ordre, de redonner du contrôle à la personne, d'augmenter la fenêtre de tolérance et de l'accompagner sur le chemin de cette intégration. Il y avait cette salle de classe dont vous parliez, il y a aussi la technique de la salle diplomatique, où effectivement on permet à toutes les parties de se réunir. Et donc il y a plein d'outils très intéressants. L'hypnothérapie est aussi un outil super pour travailler sur ces parties dissociées. Il existe plein de choses possibles en tout cas. Je voudrais compléter en disant que rien n'est une fatalité, hein. Il faut arrêter avec ces... Enfin, je mets thérapie entre guillemets parce que parfois on met sous le mot thérapie des choses qui ne sont pas thérapeutiques. Une thérapie, ça va démontrer une efficacité thérapeutique à un moment donné. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller voir différents thérapeutes, d'essayer des thérapies qui ont montré une efficacité et de se donner les moyens parce qu'on peut vraiment effectivement récupérer de l'énergie. Hein. On disait ça bouffe beaucoup d'énergie. C'est comme si on était avec un ordinateur et qu'il y avait 10 tâches de fond qui bossent en même temps. Ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de récupérer son énergie pour soi. Et il y a vraiment moyen d'intégrer beaucoup plus que le système initial. Alors je dirais pas peut-être d'être complètement unifié à 100%. Peut-être on peut viser ça, mais si on est déjà unifié à 80%, c'est déjà pas mal. C'est clair. C'est une belle perspective, hein, Maïlé? Oh oui. Moi, ce que je dirais peut-être, c'est... Cette émission, elle est vraiment très importante pour moi parce que on se sent vraiment très seul. Ce qu'on vit quand on est enfant, c'est extrêmement douloureux et il n'y a personne qui nous protège, qui nous aide. Une fois qu'on est adulte et qu'on commence à chercher de l'aide, c'est vraiment un parcours du combattant où il faut une force et une ténacité incroyable. Et moi, je rêve d'avoir une équipe autour de moi qui m'aide. J'aimerais avoir une dentiste bienveillante, que quand je vais la voir, elle sache me traiter correctement, me demander si elle peut me toucher, ne pas m'infantiliser parce que j'ai pas pris soin de mes dents et en me critiquant et en me disant vous voulez perdre vos dents ou quoi, enfin ce genre de choses-là. Que cette personne, elle soit capable de comprendre que j'ai subi énormément de viols buccaux, que ma bouche, c'est quelque chose que je déteste, que d'une certaine façon, j'ai plein de tocs et de choses par rapport à ça. Et j'ai besoin d'avoir une dentiste qui soit bienveillante, j'ai besoin d'avoir une gynécologue qui soit bienveillante, à qui je puisse parler de mes troubles et qui sache comment me prendre, comment me rassurer. Si je switch au moment où elle fait l'examen, j'ai besoin qu'elle soit capable de me remettre... en tant qu'adulte, que je redevienne présente avec son aide, j'ai besoin que mon entourage sache, que mon patron sache, ça m'aiderait aussi. Parce que quand on est au travail, moi ça m'arrive encore de switcher plein de fois, tout le temps, constamment. Et j'ai des moments où si mon patron il est un peu énervé et qu'il se met à crier... Mais c'est pas contre moi, mais moi je vais switcher et je vais me retrouver en petite fille, toute bébête. S'il me demande de faire quelque chose, je perds mes moyens, je sais pas où je suis, je sais pas ce qu'il me demande. Si il me demande de faire une tâche, je vais en être incapable. Ça va durer 5 minutes, mais c'est super handicapant pour moi. Je passe pour une débile, il se met à gueuler encore plus. Enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Moi j'ai besoin que les gens sachent, que les gens soient de plus en plus au courant. C'est pas un truc qui est si exceptionnel que ça, enfin, c'est pas non plus si compliqué que ça de le comprendre. Moi, je trouve ça hyper logique, en fait, comme mode de fonctionnement et comme mode de survie. Mais là, tout de suite, j'ai besoin d'aide. J'en ai marre de devoir me battre toute seule, j'en ai marre de devoir chercher comme une folle des personnes qui soient compétentes pour me soutenir et m'aider. J'ai besoin d'avoir des amis autour de moi qui sachent ce que c'est et avec qui... quand je suis pas bien parce qu'on sort en balade, que cette personne soit capable de me ramener et de me dire ben non, là t'es pas avec le moine, t'es avec moi, on est en sécurité, tout va bien, viens, on continue la balade. Je veux du monde autour de moi. On va faire en sorte que les gens soient informés, de plus en plus de gens soient informés. Et donc, effectivement, ça me permet de rebondir
on le sait, il y a encore une certaine forme de méconnaissance des psychiatres en France sur ces troubles-là. Alors, avant tout parce qu'ils sont peu enseignés ou mal enseignés, enfin très peu surtout enseignés. Il y a pour certains, un nombre de psychiatres, l'idée que ça n'existe pas. Et je sais que c'est très violent de vous dire ça à vous, mais malheureusement, ça peut être le cas et c'est avant tout un problème d'information et d'enseignement. Hein. Ce n'est pas des mauvais ou des méchants psychiatres, simplement on leur a dit que ça n'existait pas, donc ils pensent que ça n'existe pas, parce que en France, on les diagnostique encore extrêmement peu. Hein. Oui, c'est fréquent, en tout cas les chiffres dans la littérature, au moins 1,5% de la population générale, c'est au moins autant qu'un diagnostic de schizophrénie, donc c'est très fréquent. Pour autant, c'est très méconnu. Donc, il y a aussi des choses à faire du côté de la psychiatrie, il n'y a pas de doute, pour que vous puissiez être plus entouré, rencontrer plus. Mais c'est sûr qu'il y a un grand travail de pédagogie à faire et d'enseignement. Et merci vraiment pour votre témoignage, parce que ça, en osant sortir du cabinet, vous exposer aussi de cette manière-là, et en voyant toute l'authenticité et toute la logique et la compréhension de ce qu'il y a derrière, c'est aussi éminemment important pour aider un maximum de personnes à comprendre ces troubles. Exactement. Merci toutes les trois. Je suis honorée par votre présence. Merci infiniment.